Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 18, Jordan Belfort, deuxième partie. Jordan a rendez-vous au 23e étage d'une grande tour de la célèbre 5e avenue à Manhattan. Il postule à un stage pour devenir trader chez LF Rothschild. LF Rothschild était ce qu'on appelle une banque d'investissement. Richard Sylla, historien de la finance. À cette époque, les compagnies boursières, les banques ont investi de grands bureaux et ont engagé de nombreux traders. Utilisaient de nouveaux systèmes informatiques pour échanger les actions. On pouvait travailler en ligne, on utilisait les ordinateurs pour acheter et vendre des actions. Ça s'est démocratisé dans les années 80-90. Dès son entretien d'embauche, Jordan impressionne son auditoire. Son employeur lui demande « Donnez-moi une raison de vous embaucher ». Olivier O'Mahony, journaliste à Paris Match. Et il lui répond qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et il lui dit voilà, donnez-moi envie d'acheter quelque chose. Et il prend au hasard une action dans la cote et il ne connaît absolument pas. Et il commence à vanter les mérites de cette action en disant ça va performer, gain garanti. Et là, son employeur lui dit ce que vous venez de faire est totalement illégal parce qu'on ne garantit jamais un gain, mais je vous embauche quand même. Le lendemain, Jordan pénètre dans une salle mythique, la Boiler Room. L'endroit est bondé de traders pendus à leur téléphone. Un choc visuel qu'il décrit longuement dans son livre. Jamais plus je n'oublierai cette clameur, semblable au grondement d'une foule en furie, qui allait changer ma vie pour toujours. C'était le cri de jeunes hommes dévorés de cupidité et d'ambition, s'engageant cœur et âme pour les riches businessmen de toute l'Amérique. C'est très excitant, on prend des grosses décisions en quelques secondes. Richard Sylla, historien de la finance. On achète, on vend, et si on fait un bon coup, on crie « Hurrah !» Si on perd de l'argent, on est déçu, alors on hurle des grossièretés. Il n'en revient pas, il est très surpris Olivier O'Mahony, journaliste à Paris Match. Lui qui vient de cette classe moyenne du Queens, très surpris de voir qu'il rentre dans cette espèce de temple de la finance avec un nom très prestigieux. Pendant 6 mois, le stagiaire apprend les ficelles du métier. Comme il débute, il est seulement connecteur. Son rôle, réussir à joindre les acheteurs potentiels au téléphone, puis les passer aux traders pour qu'ils concluent des affaires. Dans ce nouveau milieu, Jordan est humilié, insulté quotidiennement par ses supérieurs. Mais il ravale sa fierté et au bout de quelques mois, il décroche le Graal, un diplôme de trader. Nous sommes en septembre 87. Jordan s'apprête à entamer son ascension dans les sphères de la finance, quand soudain, un événement imprévisible va brutalement tout arrêter. Le 19 octobre 1987, le marché s'effondre en une journée. C'est la plus grosse chute jamais vue à Wall Street. Les actions perdent 22% de leur valeur en quelques heures. Le ciel lui tombe sur la tête, il apprend que LF Rothschild, temple de la finance, fait faillite, donc il perd son job. Voilà. Il n'est plus question d'être promu, il n'est même plus question de travailler chez LF Rothschild. Laure Cometti, journaliste. Donc c'est assez dur pour lui. Il a très peur de devoir tout recommencer à zéro. Il n'y a plus de travail à Wall Street. Alors Jordan épluche les journaux en quête du nouveau job qui fera sa fortune. Une petite annonce attire son attention. Un poste de courtier dans une entreprise éloignée de Manhattan. Investor Center est une société qui prospère avec des actions un peu particulières. On appelle ça des penny stocks, c'est vraiment parfois même des cent stocks, c'est-à-dire des actions de quelques centimes en fait. C'est des actions qui sont vendues sur le marché hors cote, donc totalement dérégulé. Donc tout est permis, on peut manipuler les cours comme on veut.
Ici, la spécialité est de vendre des paquets d'actions à de crédules retraités ou épargnants un peu trop naïfs. Il s'imagine gagner le gros lot en misant sur de petites entreprises censées exploser dans les prochains mois. En réalité, celui qui s'enrichit, c'est Jordan. Dès son premier mois comme employé à Investor Center, il gagne 38 000 $. Le mois suivant, il en gagne 70 000, donc on est sur une pente plutôt ascendante. Et au total, la première année, il gagne 500 000 $. Donc il n'a pas perdu au change. Grâce à ses actions qu'il ne vend que quelques centimes de dollars, Jordan devient enfin riche. Il prend un malin plaisir à se pavaner devant le country club du coin, un endroit réservé aux grands bourgeois protestants. Un club où lui, le juif issu des bas-fonds de New York, n'aura jamais le droit de s'inscrire. Même quand il est au sommet, il a encore quelque part envie de prouver qu'il est meilleur que tous ces wasps et de les écraser, de les ridiculiser, de leur extorquer de l'argent. Jordan a maintenant 26 ans. Ses techniques de vente sont redoutables. La décision est prise. Il se met à son compte avec l'un de ses collègues et amis, Danny Poroch. Ensemble, ils créent une société qui s'appelle Stratton Oakmont et c'est un nom qui est choisi de manière volontairement pompeuse pour se donner des lettres de respectabilité. C'est déjà le début de l'arnaque. Les deux associés s'installent dans un ancien garage de Long Island. Dans la même lignée qu'Investor Center, Stratton Oakmont vend des actions de petites entreprises mal cotées. Mais cette fois-ci, Jordan a une idée géniale. S'attaquer aux gros poissons, aux hommes d'affaires, capables d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour cela, il s'entoure d'une douzaine d'amis rencontrés pendant son enfance à Bellside. Des types un peu paumés, totalement ignorants du monde de la finance. Ça commence comme n'importe quelle petite entreprise un peu foireuse. C'est un peu artisanal. Les débuts sont poussifs. Alors Jordan travaille encore et encore sa technique de vente. Et au bout de quelques mois, il livre à ses employés une sorte de mode d'emploi de la vente forcée. Une méthode qui s'appelle Straight Line Persuasion System. Un document qui permet d'anticiper les réponses des clients potentiels. Il leur prépare une espèce de feuille où il y a des dialogues tout prêts, que ses employés n'ont plus qu'à apprendre par cœur pour pouvoir les marteler avec encore plus d'assurance. Nous avons retrouvé l'avocat de Jordan Belfort. Il se souvient très bien des phrases que les traders débutants apprenaient par cœur. L'action va doubler. Ira Lee Sorkin, ancienne avocat de Jordan Belfort. Nous la vendons à un très bon prix. Nous sommes très proches de la société, nous avons de très bonnes sources, nous avons des informations que personne ne connaît. C'est une super opportunité. J'ai seulement 5000 actions à vendre. Ça va partir très vite. Et s'il sentait une hésitation, un client qui disait « Bon, il faut que j'en parle à ma femme », le trader répondait « Quoi, vous devez en parler à votre femme? Vous n'êtes pas celui qui prend les décisions? De quoi avez-vous peur? C'est le genre d'opportunité que votre femme voudrait saisir. » Le succès est foudroyant. Au bout de seulement 1 an, Stratton Oakmont déménage dans de nouveaux locaux bien plus grands, flambant neufs. Nous sommes au 1979 Marcus Avenue. C'est derrière ces vitres que va se bâtir le mythe de Jordan Belfort. Ici, en quelques années, il va réunir plus de 1000 personnes et gagner des millions de dollars. Avec des méthodes particulièrement efficaces. Et le choix de cet emplacement éloigné de Wall Street ne doit rien au hasard selon Joel Cohen. Ce procureur a longuement enquêté sur Stratton Oakmont. Je pense qu'ils se sont installés à Long Island parce que c'était moins cher que Wall Street. Joel Cohen,
procureur de l'État de New York. Mais surtout parce que cela permettait de recruter des jeunes sans expérience, mais complètement avides d'argent. Des jeunes qui pensaient que c'était le meilleur job du monde. Ils n'auraient jamais pu recruter ce genre de personnes à Manhattan. Parmi les jeunes loups attirés par l'argent facile, voici Roman Ansari. Il a accepté en exclusivité de raconter les coulisses de cette société hors du commun. Je travaillais dans une petite supérette et un employé de Stratton Oakmont est rentré dans la boutique. Roman Ansari, ancien employé de Stratton Oakmont. Il avait peut-être 24 ans et il portait une superbe Rolex. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a répondu « Je suis trader ». Alors j'ai demandé « Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent ?» Il m'a dit « J'en ai gagné plus l'année dernière que tu n'en gagneras dans toute ta vie ». Alors je lui ai dit « Comment on fait ?» Il m'a donné sa carte et m'a dit « Tu veux faire de l'argent ? Sois là à 7h demain matin. » Le lendemain, Roman se rend à Long Island. Il est complètement stupéfait par ce qu'il découvre sur le parking de Stratton Oakmont. Des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, que des belles voitures. Je ne me souviens pas avoir vu une seule voiture abordable. À l'intérieur, il règne une ambiance survoltée dès 6h30 du matin. Imaginez une pièce avec 1000 personnes. Vous entrez là-dedans et il y a un bruit pas possible. C'était invraisemblable. Je ne savais plus où donner de la tête. L'exemple de Roman n'est pas un cas à part. Jordan Belfort recrute ses employés dès leur sortie de l'école quand ils ont 18 ou 20 ans. Il peut ainsi les formater avec ses techniques de vente bien particulières. Les traders étaient jeunes, début de vingtaine. Certains diplômés de l'université, mais souvent ils sortaient juste du lycée. Ils devaient passer, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, une licence pour avoir le droit de vendre des actions. Ce n'est pas un examen très difficile. Mais beaucoup ont échoué, et quand nous avons commencé à enquêter, à les interroger, nous avons découvert que la plupart d'entre eux payaient des personnes pour passer l'examen à leur place. Tous les matins, Jordan Belfort monte sur l'estrade et livre des discours enflammés à ses stratoniens, comme il aime les appeler. Ces moments de liesse sont capitaux dans la gestion de la société. Le jeune patron de 28 ans promet un niveau de vie sans limite aux jeunes traders, assoiffés d'argent et d'adrénaline qui boivent littéralement ses paroles. Il avait cette espèce de capacité extraordinaire de dynamiser ses équipes avec, en effet, ses grands discours. C'est un excellent orateur. C'était un gourou. Il était leur leader. Jane Wells, journaliste chez NBC. Il l'admettait lui-même, il y avait un véritable culte autour de lui. Il se mettait en scène, il leur promettait qu'ils allaient faire beaucoup d'argent, qu'ils allaient devenir comme lui, qu'ils allaient pouvoir s'éclater dans la vie. Alors ils le suivaient. Pour tenir le choc de cette cadence infernale, les traders se laissent tenter par la consommation d'alcool et de drogue qui provoque euphorie et hypersensibilité. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.